chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio sous pente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbet. L'émission à racaille, nous sommes le 11 octobre 2022 et vous venez d'écouter le temps des cerises de ce groupe extraordinairement et mythiquement et Noir Désir qui va nous permettre de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne au TOC. Ouais, salut à tous. Donc cette semaine, on va faire une émission consacrée à Simon Segal. Alors Simon Segal est un peintre que j'ai découvert par des amis de ma lolotte dans le Cotentin. C'est là où il a passé une partie importante de sa vie dans la création artistique, la peinture. Donc voilà, on va vous faire découvrir qui est ce Simon Segal, qui est un artiste à part entière. Voilà. Et vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser. Sont toujours cassés. Les pauvres vont pas voir de show. Les pauvres sont ben trop nono. En plus, les pauvres y'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Les pauvres sont
sur le bien-être. Les pauvres gagnent par la fenêtre. Les pauvres y'ont pas d'eau chaude. Check les pompiers qui rôdent. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Il voudra bien qu'un jour, enfin, ce soit leur tour. Les pauvres ont du vieux linge sale. Les pauvres, ça savait bien mal. Les pauvres se font toujours avoir, sont donc pas d'affaires. Les pauvres, ça m'en dit tout le temps. Les pauvres, c'est ben achalant. Si leur vie est si malaisée, qu'ils fassent pas de bébé. Yeah. Les pauvres ont des grosses mains. Les pauvres se promènent en béquille. Ils sont tous pauvres de père en fils. C'est une manière de vice. Les pauvres sortent dans la rue, c'est pour tomber sur le cul. Ils reçoivent des briques à tête. Pour eux, le temps s'arrête. Les pauvres, ça mange le pain. Puis les autres jettent dans le chemin. Les pauvres comme les oiseaux, c'est fait pour vivre d'un pays chaud. Ici chez nous, regarde, l'hiver les pauvres gens sont maigres comme des manches de pelle. Leur maison pas isolée, et le gaz est coupé. Les pauvres prennent jamais de vacances. Les pauvres, ils ont pas ben de la chance. Les pauvres, ils restent toujours chez eux. C'est pas des sorteurs.
chicanes, ils vivent dans des cabanes. Les pauvres vont pas à l'école, les pauvres sont pas des grosses folles. Ça mange des semelles de bottes avec du beurre de peanuts. Ils sentent la pauvreté. Ça n'est un vraie calamité. Les pauvres. Les pauvres. Ayons toute la TV couleur. C'était Les pauvres plumes la traversent. Et tout de suite, puisque les pauvres, c'est la musique que nous avons choisie pour mon presse-papier, que j'ai intitulé La sobriété subie. Pour dire pauvre. Une formule de la panier Runacher en causant dans le poste des économies d'énergie pour passer l'hiver esquimau. Des Français en situation de sobriété subie. Une manière, comme une autre, d'éliminer les pauvres qui vont se les geler. 12 millions de Français précaires, des accros de la sobriété subie, selon une expertise de la Fondation Abbé Pierre et du Secours populaire. Des joyeux plaisantins qui causent encore de pauvres à cette heure. Oh, mais des fois, c'est-il possible ce retard dans la façon de s'exprimer? Des Français en situation de sobriété subie, c'est si difficile à dire. Moins triste comme formule que pauvres, misérables, sans ressources, minima sociales, ceux d'en bas, sans emploi, sans abri, ou n'avoir que ses yeux pour pleurer. On peut en débiter pas mal de ces odieuses formules qui puent le taudis, le logement mal chauffé qui suinte l'humidité, les squats et ceux qui pioncent sur les trottoirs de nos villes. Il y en a des formules paniers, runachées à gribouiller ou à annonner dans l'hémicycle de l'Assemblée qu'elle est nationale, qu'on dit. Qu'on se demande par devers nous, les Français en situation de sobriété subie. Mais que fait le Nobel, qui devra, c'est sûr, en faire un prix? Le prix Nobel de la sobriété subie a été attribué cette année à... Point de suspension. Je ne me lasse pas de mâchouiller cette formule comme un carambar qui colle aux dents, que c'en est un délice collant. Il faut qu'on s'y mette toutes et tous, que pourquoi pas lancer une souscription pour élever un monument, une sculpture qui glorifie cette politicienne inventive, pour cette formule révolutionnaire qui supprime enfin la pauvreté. Du langage courant à défaut de celui de la vie de tous les jours. Mais qui s'en préoccupe? Vite, un conseil national référendaire pour demander aux Françaises et aux Français l'avis qu'ils pourront formuler sur le sujet. Mais pas fastoche, l'énoncé déjà. Les paniers runachés, ça ne court pas les rues, à croire. Mais ça vit où, qu'au juste? Tous ces gens tricolores d'assemblée, est-ce qu'ils ont des soucis pour payer leur loyer, leur bouffe, leur électricité, leur chauffage au gaz ou au fioul? Qu'ils aimeraient bien en être informés
laisseuse de la sobriété subie, que cela ne fait pas de l'info, puisque les informateurs sont, eux aussi, à l'égard de ces petits soucis du quotidien. Qu'un présentateur de journal télévisé dise à l'antenne qu'il est mal chauffé, mal nourri, et que les transports en commun pour venir au micro, ça y en a galère. Je doute que cela arrive dans les jours prochains. Très certainement, la pudeur les retient. Qu'on n'a pas, quand on a froid, quand on a faim, les nous autres qui subissons la sobriété. Comme les crottes de nez, ça fait des boulettes qu'on balance d'une pichenette à défaut. Ouais, alors moi, ce que je vois là, en fait, quand on parle de sobriété subie, moi, clairement, j'y vois un oxymore, quoi. Je me dis, voilà, ça c'est tout à fait la langue de bois de nos dirigeants qui sont très forts pour associer des mots qui veulent dire tout et son contraire, justement, parce que dans sobriété, pour moi, effectivement, il y a ce côté de faire attention, de faire, mais il y a un côté, justement, qui est plutôt choisi que subi. Donc, dire que la sobriété est subie, ça veut rien dire. Voilà, c'est un oxymore. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, oui, une langue de bois parfaite, qui a dû être travaillée par des équipes de com. Ouais. Mais Panier Rucher, déjà, pour se payer un blast comme ça, faut pas sortir comment dirais-je, d'un caniveau, quoi. Panier Rucher, quand même. Bon. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais dans le genre oxymore, il y en a un qui est très répandu et d'ailleurs peu de gens le notent quand ils emploient que c'est un oxymore. C'est quand on parlait de l'éducation et de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est justement, c'est pas ça veut rien dire non plus, puisque l'égalité n'a rien à voir avec la chance. Donc voilà, c'est important de pointer justement toutes ces vocabulaires qui sont détournés de leur sens et qu'on peut recevoir comme étant quelque chose de vrai. Enfin, c'est tout cet art de travailler. On est tellement cons aussi, bon. Eux, ils sont tellement intelligents. Ah bah, ça demande des heures de travail. Hein, oui, bien sûr. Non mais on est, depuis 5 ans, un peu plus maintenant, on commence à être affûté, à recevoir... tous les jours, pratiquement tous les jours, des nouveaux concepts de langage, etc., de remplacer les pauvres par les subis, etc., etc. Parce que c'est pareil, il y a toute cette différence entre la pauvreté et la misère, c'est-à-dire qu'il y a une pauvreté, mais la misère, ça va bien plus loin. Eh bien, en France, c'est pas la pauvreté, c'est la misère. Tout à fait. Pour 12 millions de Français. Tout à fait. Et alors moi, mon presse-papier, j'aime bien aller piocher dans le site du journal Politis. Il y a une petite rubrique qui s'appelle Les Échos de la semaine. Alors j'aime bien Politis, qui est un journal qu'on peut qualifier vraiment de gauche, qui est pertinent, et un magazine qui est un hebdomadaire et qui lui parle de la Palestine. Alors cette fois-ci, je ne vais pas parler de Palestine, mais voilà, j'aime bien soutenir ce journal, quoi. Alors là, dans les Échos de la semaine, j'ai pris 3-4 infos. Donc par exemple, Dupond-Moretti va-t-il choisir son juge? Parce qu'effectivement, on est dans un gouvernement où on a quand même un ministre et le porte-parole de l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, qui sont quand même mis en examen. Et ce qu'on peut voir en France, c'est que ça les dérange pas du tout pour rester en poste, alors que partout ailleurs, ils seraient démissionnaires après ces scandales pareils. Mais là, eux restent en poste. Et que Macron, au début de son premier quinquennat, a dit, et la télévision, il y a des images qui sont restées avec le son, qui a bien dit que si un ministre était mis en cause en examen, il devrait démissionner immédiatement. Voilà. Ça fait 5 ans, alors en 5 ans, il s'en passe des choses. Voilà. Et alors là, donc, le ministre de la Justice, donc Éric Dupond-Moretti, cumule les conflits d'intérêts, donc il est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il est accusé d'avoir profité donc de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats contre lesquels il bataillait en tant qu'avocat. Voilà le problème, c'est que François Molins, qui est procureur général près de la Cour de cassation, donc qui est un des principaux accusateurs dans les procès de la Cour de justice de la République, est sur le départ. Il atteindra en 2023 la durée maximale à ce poste, soit 5 ans. Et donc Éric Dupond-Moretti, en tant que garde des Sceaux, devra désigner son remplaçant et donc par conséquent son principal accusateur au procès. Voilà qui laisse quand même la porte ouverte à ce qu'on veut, quoi.
Donc, enfance plombée dans les Hauts-de-France. Voilà, donc là, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il y a une ancienne fonderie qui s'appelle Métal Europe, qui est fermée depuis 2003, et donc qui a laissé de fortes doses de métaux lourds dans les sols, dans l'eau et dans le sang des riverains. Et là, il y a une étude d'une agence régionale de santé qui vient de révéler que les enfants sont atteints de saturnisme. Le saturnisme, c'est la maladie du plomb. C'est une maladie grave qui atteint le système nerveux, la moelle osseuse et les reins. Donc c'est une étude qui a été menée que sur 889 habitants de cette région-là, mais 7 d'entre eux présentent déjà un taux de plomb dans le sang qui est supérieur à 50 microgrammes par litre, sachant que le seuil de vigilance est fixé à 25. Donc il y a un fort dépassement. Donc voilà. Double. Le double, oui. Et donc c'est une campagne de dépistage qui a été lancée. Il y a une série documentaire qui s'appelait Vert de rage. Donc voilà, on attend la suite. Et donc il y a plus de 5000 enfants qui pourraient avoir été atteints de saturnisme entre 1962 et 2020. Sachant que si en 62 on ne pouvait pas tout maîtriser, en 2020 on savait très bien quelles étaient les peintures utilisées, quelles étaient les particules qu'il y avait sur les murs. Donc voilà ça. Et il y a une dernière info. Donc on a parlé d'Alexis Colère, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc lui qui est accusé aussi de prise illégale d'intérêt, qui est suspecté par le parquet national financier d'utiliser ses fonctions au sein de l'État au bénéfice d'un armateur italo-suisse qui s'appelle MSC. Il en a été directeur financier entre 2016 et 2017. Donc, ce qu'on voit, c'est que la garde rapprochée de Macron est quand même de plus en plus impliquée dans des scandales, quoi. Oui, enfin, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Se souvenir de Benalla et compagnie, quoi. Voilà. C'est permanent, la corruption dans l'entourage de ce président. Bah toi qui avais lu, c'est quoi, Le Traître et le Néant, là, qui révélait quand même tous les cas d'affaires oui, autour de Macron, quoi. Ouais, un livre à recommander vraiment, Le Traître et le Néant. Qui a été fait donc par 2 journalistes, dont un qui travaille au Monde, ou oui, diplomatique. Et puis je sais l'autre. Je sais plus. Ouais. Et donc là, on va descendre dans le sud, sur la Canebière. Et là, depuis février dernier, il y a une avenue à Marseille, au 113 et au 115, il y avait une 50aine d'enfants mineurs non accompagnés qui étaient en recours. Alors en recours, c'est-à-dire qu'ils attendent d'être reconnus mineurs par un juge, parce que effectivement, on accuse souvent les enfants de dire qu'ils sont mineurs pour pouvoir être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on leur doit une aide, même si on la rend difficilement, mais s'ils sont majeurs, ils sont quand même beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Donc il y a ces mineurs qui attendent d'être reconnus mineurs. Et en fait, le 21 septembre dernier, à 7h du matin, parce que c'est toujours au petit matin que ces choses-là arrivent, 14 camions de CRS ont débarqué pour les expulser. Donc la plupart d'entre eux ont élu domicile au kiosque à musique qui est en face. D'autres ont pu se réinstaller dans un immeuble voisin, où là, ils ont reçu la visite d'un agent du service des expulsions. Donc il y a 27 mineurs qui ont accepté, faute de mieux, de gagner un centre d'hébergement à Fortin à côté, qui est un lieu d'accueil pour majeurs. Et là, il faut savoir que c'est des conditions désastreuses et inadaptées à leur situation, parce qu'effectivement, des mineurs avec des majeurs, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Et donc la mairie, la préfecture, le département se renvoient la balle, alors que les conseils départementaux ont l'obligation de recueil provisoire d'urgence pour des mineurs étrangers non accompagnés. Oui, la mairie de Marseille, je rappelle quand même que c'est une mairie socialiste, voilà. Dans ce pays du Sud, les socialistes sont toujours un peu quand même aux commandes, et donc socialiste, droite, extrême ou pas, c'est le même combat, quoi. Ils n'ont rien à foutre de l'humanité. Pour eux, ça se résume à leur mandat, le reste, hein. Il sera temps d'en parler quand il y aura les prochaines élections. Voilà. Et alors, mon petit coup de gueule anti-foot qui va devenir récurrent, parce qu'on a quand même toujours quelque chose à leur reprocher, c'est quand même ce Neymar, là, qui est une star brésilienne du PSG, qui affiche son soutien au président Bolsonaro. Et alors, moi, ça me met absolument hors de moi, parce qu'effectivement, lui a des intérêts, parce que c'est un millionnaire expatrié. Donc, lui, fiscalement, c'est intéressant pour lui de pouvoir que Bolsonaro reste président du Brésil. Et donc que la planète soit complètement foutue en l'air, qu'on déforeste toute l'Amazonie, ça ne lui pose aucun problème. En plus, c'est médiatisé, donc moi je crois que ces joueurs de foot, mais je ne peux plus du tout les supporter, quoi. Surtout qu'au Qatar, où bientôt il va y avoir la Coupe du Monde avant la fin du mois, là, ou à la fin du mois,
la Coupe du Monde de football, ça commence à remonter, les dégâts humains des chantiers pharaoniques qui ont été mis, qui ont employé des milliers et des milliers de travailleurs immigrés, asiatiques. Quand on dit asiatique, ça veut dire de l'Asie du Sud-Est, l'Inde, etc., le Pakistan, le Bangladesh et tout ça, plus des Africains, on n'en parle même pas. Il serait avéré que au moins 6500, vous entendez bien? Est-ce que vous entendez là? 6500 travailleurs sur ces chantiers pour la Coupe du Monde de football sont morts. Voilà. Alors la plupart, si vous voulez, le Qatar reconnaît une dizaine, grosso modo, de décès certifiés, parce que il faut dire aussi que les gens qui mouraient, par exemple, un type se couchait le soir dans ces immeubles pourris où ils étaient relayés, et il ne se réveillait pas le matin parce qu'il était mort d'un arrêt du cœur, quoi, dû à un surmenage, à des conditions de travail épouvantables. Mais comme les Qataris ne pratiquent pas d'autopsie, il était mort naturel. Donc voilà, comme ça, il n'avait aucune indemnité à verser, etc., etc., etc. Et ça a été pour plus de 6000... enfin, je parle des travailleurs immigrés, donc qu'on qualifie d'asiatiques. Mais on ne parle même pas des Africains, ça doit être à peu près la même chose, sinon pire, parce que vous voyez, dans quelles conditions ils vivaient quand ils sortaient. Ils étaient embauchés, ils avaient des contrats de 8 heures de travail par jour, en fait ils en faisaient 12, et dans des conditions, vous savez, avec le soleil, machin. L'eau même qu'on leur fournissait était du poison, puisque c'était de l'eau qui provenait de la désalinisation de l'eau de mer, et que dans cette eau, il y avait des métaux lourds, etc., etc., et du sel plus que normal. Donc, les gens, après, enfin ceux qui sont revenus chez eux, qui ont eu la chance de s'en sortir, apparemment, eh ben, ils souffrent des reins, etc., parce qu'ils ont les reins complètement bouffés par cette eau que leur fournissaient leurs employeurs, une eau qui coûtait vraiment pas cher. C'était pas de l'eau qui coûtait cher, c'était vraiment de l'eau pour le bétail presque, voilà. Enfin bon, je vous en parle, c'est les meilleurs, parce que c'est quelque chose quand même de complètement infernal qu'au XXIe siècle, il existe encore sur cette planète, pour le confort de supporters de football, des conditions de vie faites à des ouvriers comme celles qui étaient faites à ceux qui ont travaillé sur les chantiers pour la Coupe du Monde de football. Voilà, mais de toute façon, dans ce monde-là, l'esclavage n'est pas aboli. Ah non. Non, parce que c'est vraiment une forme d'esclavage. Et il y avait justement un reportage sur ce sujet, sur la 5, et croyez-moi que quand vous le voyez, vous l'écoutez, mais aussi il y a aussi des images qui viennent renforcer le discours. Je vous assure que vous n'en sortez pas fiero. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour. J'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, emportant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts,
les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trait, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri. I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trait, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. 1000 fois j'ai fait ce rêve. 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous, HK.